Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par l'intimité des personnes hautement sensibles. Je m'appelle Sophie, je suis coach certifiée, thérapeute de couple, sexologue et auteure de 4 livres, dont le livre Hypersensible mode d'emploi que vous retrouverez sur mon site dubonheurembarre.com et dans toutes les librairies. J'accompagne les personnes sensibles, mais pas que, adultes, ados et enfants qui veulent comprendre leurs émotions et leur mode d'emploi, s'épanouir dans leurs relations amoureuses et sexuelles et trouver leur place dans leur vie professionnelle. Depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible et que je me pose trop de questions. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets favoris et qu'on ne va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener une fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte du Bonheur en Barre sur Instagram, Pinterest ou sur le blog. Je vous partage régulièrement des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Risque ou sécurité? Éphémère ou durable? Fougueux ou doux? La passion est-elle le contraire de l'amour, ou plutôt le début de l'amour? Je sais que ces questions font couler beaucoup d'encre. Je pense aux écrits passionnants d'Esther Perel et d'Yvon Dallaire, et bien d'autres d'ailleurs. Je pense aussi à la série Sex Life de Netflix, qui illustre parfaitement cette dualité. Personnellement, j'ai vécu une grande histoire passionnelle et je vis actuellement une grande histoire amoureuse. Et même si je n'aime pas vraiment comparer, tout est très différent, ce qui alimente encore plus mes questionnements incessants sur l'amour et la passion. J'ai eu l'immense chance d'être formée par Yvon Dallaire, psychologue et sexologue canadien, avec qui nous aurions dû enregistrer ce podcast. Ce grand homme m'a tellement appris sur le sujet que je voulais qu'il vous transmette lui-même ses connaissances, avec son doux accent québécois et sa belle énergie. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Yvon nous a quittés avant qu'on ait pu l'enregistrer. Je suis extrêmement peinée de cette nouvelle, et cet épisode, c'est une façon pour moi de lui rendre hommage et de le remercier pour tout ce qu'il m'a transmis. Yvon, je t'ai rencontré virtuellement en septembre 2023 et j'aurais aimé apprendre encore tant de toi. Merci pour la confiance que tu m'as accordée. Merci pour tout ce que tu m'as appris en si peu de temps. Merci d'avoir apaisé mes questionnements avec tes précieux partages, bien que tu ne le saches pas. Et merci d'avoir laissé ton empreinte grâce à tes livres qui vont m'accompagner tout au long de ma carrière. Je vais donc faire au mieux pour vous retransmettre une infime partie de son savoir à travers cet épisode. On a tendance à croire que la passion c'est de l'amour. Mais d'après Yvon, c'est faux. Déjà, il faut savoir que passion vient du mot latin patir, qui veut dire souffrir. Amour et souffrance, bon, oui, des fois ça va ensemble, mais on aimerait quand même mieux que ça n'aille pas ensemble. En écoutant les personnes que je reçois en consultation, j'ai souvent la sensation que dans la passion, il y a du risque, de l'insécurité, de la souffrance. Et dans l'amour, il y a du confort, de la sécurité, de la confiance et parfois de l'ennui. Ce qui nous attire dans la passion, c'est pas tant les caractéristiques et la personnalité de l'autre personne, mais plutôt les émotions intenses et fougueuses que l'autre personne nous fait ressentir. Et beaucoup, justement, me disent se sentir vraiment vivant ou vivante dans ce type de relation. Je remarque aussi que ce qui peut rendre accro à la passion, c'est la façon dont nous nous percevons à travers le regard de l'autre. On peut y voir une image de nous tellement idéalisée que ça en est galvanisant. La passion, c'est une réaction biochimique assez complexe. Alors, je vais essayer de faire simple. Mais déjà, les gènes, donc les nôtres et ceux de notre partenaires ou futurs partenaires vont interagir entre eux et vont s'attirer s'ils sont opposés. On n'est donc pas attiré par quelqu'un qui nous ressemble. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les deux systèmes génétiques soient différents pour donner un meilleur patrimoine génétique de reproduction. Nous ne sommes que des animaux. Donc en fait, consciemment, quand on rencontre une personne,
On ne sait pas de quelle couleur est son patrimoine génétique. Pourtant, on voit bien que pour certaines personnes, il y a un ressenti très fort et pour d'autres, inexistant. Et c'est vraiment là que les gènes entrent en jeu et vont communiquer entre elles de manière inconsciente pour nous. Il y a aussi les phéromones qui vont jouer un rôle clé dans la passion. Je ne sais pas si vous savez, mais le nez est considéré comme le premier organe sexuel. Je vous dirais même que c'est impossible d'être attiré par quelqu'un dont on n'aime pas l'odeur. D'où l'origine de l'expression « je ne peux pas le sentir ». Et d'ailleurs, parfois, on est attiré par quelqu'un, on a une relation avec quelqu'un, et pour X ou Y raison, à un moment donné, son odeur nous dérange. Je sais que ça joue beaucoup dans tout ce qui va être relation intime à ce moment-là, ou même dans tout ce qui va être tendresse. Justement parce que le nez a un pouvoir considérable sur l'attirance. Au niveau des hormones, il se passe aussi des choses très différentes pour l'amour et la passion. La passion déclenche des hormones telles que la dopamine et l'ocytocine, et ça crée une sorte de dépendance émotionnelle, un peu du même titre que de la cocaïne. À l'inverse, l'amour va être associé à des hormones de bien-être plutôt de type endorphine, qui sont plus apaisantes et plus tranquillisantes. J'associe la passion à des émotions très intenses. Et très souvent d'ailleurs, ça se manifeste par une attirance physique ardente, je dirais, une excitation frénétique à laquelle on ne peut pas, et très souvent d'ailleurs on ne veut pas résister. La passion, elle réside dans le cerveau limbique et dans le cerveau reptilien. Je vous mets plein de petits schémas dans le lien de l'épisode du podcast, comme ça si vous avez besoin d'aller voir ce que c'est que le cerveau limbique et le cerveau reptilien, vous pourrez totalement vous y référer. Cerveau limbique, pour le faire court, c'est là où siègent nos émotions. Cerveau reptilien, c'est notre instinct de survie. Donc la passion réside vraiment dans ces deux cerveaux-là. Et du coup, c'est très ancré dans le moment présent. Donc on est sur quelque chose qui va être relativement éphémère. Là où l'amour, ça va plutôt être un sentiment profond, un sentiment durable, dans lequel on va retrouver de l'affection, de l'attachement, du respect, de la préoccupation pour le bien-être de l'autre. Ce sentiment va résider plus dans le néocortex, donc la partie la plus rationnelle du cerveau. Du coup, c'est pour ça que l'amour implique souvent plus un engagement à long terme, là où la passion, on peut dire que parfois c'est plus éphémère. Et je dirais que la base du couple reste l'attirance physique, l'attirance sexuelle et l'amitié. Et l'amour va se développer petit à petit et deviendra presque même l'objectif du couple. À l'inverse de la passion, où là on est vraiment dans une impulsion, l'amour c'est plutôt une décision rationnelle. D'ailleurs, j'aime beaucoup la définition de Scott Peck qui dit que l'amour c'est le résultat d'une décision que je prends au fur et à mesure que je découvre la personne qui est à côté de moi. Si je devais vous différencier la relation passionnelle avec la relation amoureuse, on pourrait envisager le schéma suivant. Donc, ça commence pareil, séduction, fusion, confrontation. Dans la passion, on va avoir une phase de séparation, là où dans l'amour, à ce moment-là, on a une phase d'adaptation. Du coup, si je devais résumer, je dirais que l'amour tend à être un sentiment beaucoup plus stable, beaucoup plus durable, qui est vraiment basé sur la compréhension mutuelle des deux partenaires, là où la passion, c'est plutôt associé à des émotions, comme je disais tout à l'heure, ardentes, mais peut-être un peu plus volatiles et éphémères. Pour autant, je remarque que dans beaucoup de relations, l'amour et la passion coexistent vraiment, et je dirais même qu'elles se renforcent mutuellement. Dans la plupart des films, on nous montre des histoires passionnelles. Si je dois partir d'un vieux film, je vais vous parler de Roméo et Juliette, je sais que tout le monde connaît, de William Shakespeare. Véritable tragédie, classique d'ailleurs, qui décrit vraiment une passion intense et tragique entre Roméo et Juliette. Je pense aussi au film, on revient dans le monde moderne, The Holiday. J'adore ce film, je le regarde même pas qu'à Noël d'ailleurs. Donc qui nous retrace un échange de maison entre deux femmes que tout oppose d'ailleurs, et qui vont rencontrer chacune l'âme sœur dans le frère de l'une et le meilleur ami de l'autre. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le couple Gwyneth Paltrow et Jude Law, clairement, on voit bien le début d'une passion ardente qui les dépasse complètement, et qui vont tendre à transformer en une relation amoureuse, sans vous spoiler la fin du film, bien sûr. Je pense aussi au film Mon Roi de Maïwenn avec Vincent Cassel et Emmanuel Berco, qui présente une relation pour le coup extrêmement passionnelle, extrêmement destructrice aussi. Et là, pour le coup, ça aborde quand même beaucoup plus le sujet de la manipulation. Mais je trouve qu'on voit bien le mécanisme de la passion qui se met en place.
Toutes les relations, bien sûr, sont uniques. Pour autant, dans les relations passionnelles, on retrouve quand même des caractéristiques qui vont être similaires. Généralement, les relations passionnelles, elles sont obsédantes. On pense tout le temps à l'autre, on ne veut plus rien faire sans lui ou sans elle. Je dirais même que l'autre occupe une place centrale dans nos pensées. Je pourrais même dire la place, ou toute la place. On peut ressentir du coup le besoin et l'envie constante d'être en présence de l'autre. Quand l'autre est pas là d'ailleurs, la vie peut sembler presque dénuée de sens. Il peut même arriver que, et je pense ne pas être la seule à l'avoir vécu, qu'on sacrifie du temps avec nos proches, avec nos amis ou avec notre famille pour passer le plus de temps possible justement avec le partenaire ou le nouveau partenaire. Les relations passionnelles, elles sont aussi aveuglantes. Je me rappelle m'être dit, il est parfait, c'est un mec sans mais. Voilà ce que je disais à mes copines à ce moment-là. Donc la passion, effectivement, amène souvent à une vision complètement idéalisée de l'autre. Et en mettant le partenaire ou la partenaire sur un piédestal, on peut vraiment être amené à minimiser, ignorer ou même nier les aspects moins positifs de sa personnalité. Alors à un moment donné, la vue normale revient et on voit un peu plus les mais de la personne. Mais ce moment-là, ça peut être vraiment, vraiment déstabilisant. Et du coup, ça me permet de rebondir en disant que oui, les relations passionnelles peuvent être déstabilisantes pour plein de raisons. Déjà pour ça, parce qu'à un moment donné, on se dit « Ah mais il est où le mec ou la femme idéale que j'avais rencontré, le mec sans mais, la femme sans mais ?» Voilà, elle est où ? Et du coup là, comme je disais, la chute peut être parfois très rude. Personnellement, aussi avec cette personne, je me sentais parfois plus qu'exceptionnelle dans son regard, dans ses propos, dans ses yeux. Et parfois, et pardonnez-moi l'expression, je pourrais me sentir comme une merde. Et vraiment, je trouve que, on va dire, les relations passionnelles, elles peuvent être vraiment, vraiment instables. En fait, tout ce que l'autre va faire va avoir un impact sur la manière dont nous-mêmes on se perçoit. Par exemple, le simple fait de ne pas recevoir une réponse rapide après, chacun a sa notion de rapidité, de l'autre, va pouvoir déclencher vraiment des sentiments d'anxiété, de rejet et d'humiliation chez une personne. Donc vraiment, dans les relations passionnelles, je remarque que les hauts et les bas émotionnels sont hyper fréquents. Ça peut créer vraiment des montagnes russes émotionnelles que je retrouve souvent chez les personnes qui vont manquer de confiance en elles. Et si je dois donner une quatrième caractéristique des relations passionnelles, c'est qu'elles sont, je pense que vous l'avez compris, très intenses. On peut se dire qu'avec lui ou avec elle, on se sent vivant ou vivante. En fait, vraiment, effectivement, la passion, c'est de l'intensité. C'est des émotions vives, c'est des sentiments profonds, et c'est une relation qui peut souvent être comparée à une aventure très, très, très agitée et tumultueuse. En fait, cette intensité passionnelle peut vraiment nous faire ressentir tout et son contraire en très, très peu de temps. Des moments de bonheur plus qu'intenses et des moments de douleur, je dirais, assez extrêmes. Aussi, on peut ressentir une connexion profonde avec la personne, comme un sentiment de rejet à d'autres moments. Donc tout est vraiment toujours dans une dualité. Je me suis demandé justement si les personnes hypersensibles avaient tendance à rechercher la passion dans leurs relations. En tant qu'hypersensible, j'adore ressentir des émotions qui vont être très intenses et très profondes. Et c'est justement ce que j'ai pu ressentir dans ma relation très passionnelle. Donc quand c'était des émotions agréables, c'était tellement galvanisant, tellement génial. Mais quand c'était des émotions désagréables, pour le coup, c'était vraiment douloureux. Et pour autant, mon référentiel que j'associais à de l'amour, c'était en réalité de la passion. Et du coup, merci Yvon Dallaire de me l'avoir transmis, appris, fait comprendre, même si j'ai encore besoin d'avoir parfois des petites piqûres de rappel, donc par tes livres, et j'aurais aimé par ce podcast. Je vais peut-être être ma propre piqûre de rappel, on verra. Mais je me suis vraiment demandé si l'amour n'était pas trop, je vais mettre entre guillemets, mais plat, ou presque ennuyeux, pour des hypersensibles qui aiment énormément les sensations. Je serais vraiment curieuse d'avoir votre retour, votre point de vue, votre avis là-dessus. Donc n'hésitez pas à me contacter après avoir écouté cet épisode. En consultation, j'ai pu justement identifier quelques raisons pour lesquelles les personnes hypersensibles peuvent rechercher justement des relations passionnelles. Et je dirais que les personnes hypersensibles, donc comme je l'ai dit, elles ressentent des émotions de manière assez intense, mais aussi elles aiment cette intensité émotionnelle. Donc naturellement, je me suis dit qu'elles pouvaient être plus attirées par la passion, qui du coup va apporter une grande richesse émotionnelle,
et qui va créer vraiment une connexion stimulante avec l'autre personne. Je dirais par contre, attention quand même à la dépendance affective. Les personnes hypersensibles, elles sont très souvent en recherche d'authenticité et elles détestent pour le coup souvent la superficialité. Donc, encore une fois, je me dis peut-être pas étonnant qu'elles puissent être attirées par la passion pour tout le potentiel que la passion donne à exprimer des émotions qui vont être véritables, qui vont être sincères, qui vont être aussi très impulsives et spontanées. Et là encore, je vais mettre un petit bémol, je dirais aussi attention aux personnes qui peuvent être un peu manipulatrices. Les hypersensibles aiment aussi globalement beaucoup la créativité et l'expression. Souvent, elles sont d'ailleurs très créatives. Et à travers la passion, elles peuvent exprimer tout leur amour en créant des moments intenses, des gestes romantiques ou de l'expression artistique. Les relations passionnelles, elles offrent aussi une grande profondeur émotionnelle, une grande intimité, et je sais que ça peut répondre aux besoins justement des hypersensibles en créant une grande connexion émotionnelle. Et aussi, les personnes hypersensibles, elles sont peut-être un peu plus sensibles, comme leur nom l'indique, à l'ennui, à la routine. Et pour le coup, la passion, avec son caractère plus qu'intense, vous l'aurez compris, peut vraiment être une réponse à ce besoin justement de stimulation constante que peuvent avoir les hypersensibles. Je précise bien sûr que chaque personne hypersensible est unique, tout comme chaque relation, et il existe vraiment plein de façons différentes d'aborder ses propres relations. Il y en a certains qui vont rechercher la passion, d'autres vont préférer des relations peut-être plus stables, plus calmes. Vraiment, à chacun son style de roulage de pelle, comme ils disent dans un certain film. Je dirais que c'est vraiment difficile de répondre fermement par un oui ou par un non à la question « Est-ce que les personnes hypersensibles ont tendance à rechercher la passion dans leurs relations ?» Mon avis, c'est que oui, c'est possible que certaines personnes hypersensibles aient une propension, je dirais, à rechercher plus de passion dans leurs relations, justement parce que ça donne plus d'intensité émotionnelle. Mais je dirais surtout que ça dépend des préférences individuelles de chacun et de leurs expériences personnelles. Forcément, après tout ça, je me suis demandé comment on peut faire pour ne pas trouver l'amour ennuyeux après avoir vécu des relations très passionnelles. Et je remercie encore Yvon Dallaire parce que très clairement, il m'a fait comprendre qu'on a tendance à croire qu'il suffit de trouver son âme sœur, de communiquer, de faire des projets, de faire l'amour. Et tout ça, ça nous permettra d'être heureux toute sa vie. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on voit dans beaucoup de films. Une rencontre passionnelle, ils se marièrent, eurent 2 enfants, et vécurent heureux. Mais ça, en réalité, c'est pas la fin de l'histoire. C'est juste la fin du tome 1. On voit jamais la suite, on voit jamais le quotidien, on voit jamais la fatigue, on voit jamais la routine. Et pourtant, je pense vraiment qu'on gagnerait à avoir une image beaucoup plus réaliste du couple, plutôt que cette image idéalisée qui n'est pas du tout la réalité. Le défi du couple, c'est vraiment de trouver comment entretenir un minimum de passion et un maximum d'amour et de complicité pour le faire durer. D'ailleurs, les couples qui sont trop souvent ensemble finissent très souvent par ne plus se désirer. Et je dirais que c'est normal, parce qu'en fait, de la même manière qu'il faut qu'on arrête de manger pour que la faim puisse revenir, peut-être qu'il faut qu'on arrête de voir son partenaire pour avoir envie de le revoir. Donc en fait, les couples heureux vont comme frustrer le désir pour qu'ils puissent revenir en créant une juste distance entre activité à 2 et activité individuelle. Rappelez-vous que l'on désire ce qu'on n'a pas. Donc toute la difficulté va être de trouver l'équilibre entre son besoin de fusion, je dirais qu'on peut le qualifier de « j'aime l'autre », et son besoin d'autonomie, qu'on peut plutôt qualifier ou illustrer comme « je ne veux pas me perdre non plus dans l'autre ». Donc je dirais que c'est pas tant la passion qu'il faut entretenir pour faire durer un couple, mais plutôt la complicité, l'amitié, l'attachement, les projets communs, le bien-être justement individuel, la confiance en soi et la confiance relationnelle, et aussi la communication bienveillante. Les couples qui ont des projets vont augmenter leur probabilité de durer, puisque le bonheur c'est d'entreprendre quelque chose, de l'aboutir, et le désir de continuer d'entreprendre. Donc si on entreprend des choses à 2, qu'on les mène au bout, on augmente la confiance qu'on a dans son couple. Donc si je devais conclure, passion ou amour faut-il choisir ? Alors moi je suis adepte du non-choix, un peu toujours le cul entre 2 chaises d'ailleurs, mais en fait je trouve que quand on nous demande de choisir, c'est un peu comme si on nous demandait de choisir entre un feu d'artifice
et le confort chaleureux d'un foyer. En fait, ça n'a rien à voir. Il y en a un, ça va être vraiment l'excitation du moment. L'autre, ça va être de tisser une histoire qui dure. Donc au final, personnellement, je voudrais une histoire qui dure, avec de temps en temps des petits feux d'artifice. Ça, c'est mon choix, c'est mon envie à moi. Chacun, encore une fois, fait comme il veut. Mais je me dis que c'est peut-être dans le cocktail subtil entre passion et amour qu'on trouve la recette d'une histoire qui mérite d'être vécue. Et encore une fois, j'adorerais vraiment avoir votre avis, donc n'hésitez pas à partager vos expériences passionnantes et amoureuses dans les commentaires de cet épisode que vous retrouverez soit sur votre plateforme de podcast préférée, soit sur mon site dubonheurenbarre.com. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie encore Yvon pour tout ce qu'il m'a transmis. J'espère que ce podcast aura été à la hauteur de ce qu'il aurait pu vous transmettre et je vous souhaite une belle journée. À très vite. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire et 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Cela m'aidera beaucoup à le faire connaître. Pour recevoir votre dose de bonheur en barre, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.